Donc, bonjour à tous. D'abord, avant de commencer à vous parler de React Native et de Expo, qui aujourd'hui ici connaît déjà React Native? Ok, pas mal tout le monde. Qui développe sur React Native déjà? Ok, un peu moins. Et qui connaît Expo? Ah, intéressant, ok. Et qui développe aujourd'hui avec Expo? Ok, 3 personnes. Ça m'arrange. Moi je m'appelle Adrien, je travaille au ZDA, j'ai déjà introduit. Vous pouvez me trouver sur Twitter, sur GitHub, mais ce sera surtout à la fin. J'aime bien les gifs un peu stupides, mais il n'y en a pas beaucoup dans cette présentation, donc profitez de celui-là. D'abord, je voulais juste faire un petit récap, parce que ça fait jamais de mal, sur comment fonctionne React. Donc React nous donne un framework, donc un cadre dans lequel on peut décrire une UI, une interface en JavaScript. Donc là, par exemple, on a un container avec un petit header, un body et puis un bouton au milieu. Très simple. Qu'est-ce que React fait avec ça? Il le transforme en un DOM virtuel, donc qui garde la structure en fait descriptive des éléments. Avec, par exemple, là, notre container, c'est une div, elle a des propriétés, elle a des enfants. Et grâce à cette image virtuelle du DOM, React va influencer le DOM réel. Le gros avantage et la grosse performance de React vient du fait que, en faisant cette différence-là en JavaScript, donc si on change notre description, on va impacter le virtual DOM et seules les modifications minimales et nécessaires vont être appliquées au vrai DOM. Ça, c'est vraiment intéressant parce que c'est les modifications au DOM qui, dans le navigateur, sont les plus chères. Donc, c'est celles qui prennent le plus de temps à faire. Donc, c'est pour ça que React est connu et c'est pour ça que React s'est un peu imposé sur la scène des frameworks JavaScript. Maintenant, quand on parle React Native, qu'est-ce que ça change dans tout ça? React Native, ça utilise React. Donc, de la même façon, on va décrire notre interface. Il va y avoir un virtual DOM. Et la seule différence, c'est que le rendu va être fait en éléments natifs. Donc, ça va utiliser le pouvoir, un peu les capacités de la plateforme et aussi surtout les optimisations de la plateforme pour le rendu natif. C'est aussi intéressant parce que le fait que le rendu soit natif, ça fait qu'on va pouvoir avoir, si on veut, des comportements différents sur iOS et Android, mais qui vont garder les attraits caractéristiques de chaque plateforme. Donc, par exemple, on peut se dire qu'on va avoir des tabs qui vont être en bas avec un label et une icône sur iOS, mais en haut sur Android, parce que c'est les patterns qui existent sur les deux plateformes. Configurer une station de travail pour faire du natif, c'est pas une si mince affaire. Ça prend un peu de temps. Donc là, j'ai mis quelques lignes d'un script de configuration qu'on a chez OZDA globalement qui décrit ce qu'on doit faire juste pour pouvoir lancer un Hello World en natif, en React Native. Donc il faut installer Xcode qui est déjà immense parce que on va savoir pourquoi. Chez Apple, ils aiment bien faire des trucs de plus de 10 gigas à télécharger. Va falloir installer Java. Va falloir installer Android Studio, qui de même est assez immense, surtout en téléchargeant différentes versions d'Android avec les émulateurs, avec tout le tooling qui va avec. Va falloir configurer un peu son environnement, être sûr que tout est à jour, ouvrir Android Studio, parce que la première fois qu'on l'installe, il doit faire des steps de finalisation au sein d'Android Studio. Ensuite, si c'est des projets iOS récents, il faut installer CocoaPods, qui est l'équivalent des packages NPM, mais pour le code iOS. Installer quelques dépendances de React Native. Et enfin, on peut commencer notre projet React Native, donc avec React Native Init. Donc, il y a une idée comme ça que React Native, quelque part, c'est pour aider les développeurs web à faire des applis natives. Mais, bien évidemment, ce n'est pas forcément aussi simple. Pourquoi? Parce que dès qu'on a du natif, on doit builder une application, donc builder du code natif. Et puis, on retrouve souvent des erreurs un peu cryptiques comme ça, qui, en tant que développeur web,
nous parle pas trop et franchement, on a du mal à s'y retrouver. Ça, c'est un extrait d'il y a quelques jours sur le repo React Native où les issues qui mentionnent build failed, bien évidemment, il y en a un sacré tas. Malgré le fait que Facebook ait beaucoup investi dans l'équipe pour gérer le repo open source et tout ça, il y a quand même beaucoup d'issues qui sont bien évidemment des problèmes de build. Donc, React Native pour les devs web, oui et non, parce que faut quand même après aller dans le code natif pour voir pourquoi ça n'a pas marché, ouvrir Xcode, ouvrir Android Studio. Donc, c'est pas si simple. C'est là que Expo intervient. Donc, Expo, vraiment, leur but dans la vie, c'est d'accélérer le développement des apps, notamment en se basant sur React Native. À la base, Expo, ils n'utilisaient pas React Native, mais ils avaient fait un peu une stratégie similaire. Donc, leur but, c'est vraiment d'accélérer le développement mobile. Et ils avaient un peu leur React Native custom. Mais quand Facebook a publié React Native en open source, forcément, il y avait quelques use cases qui géraient en plus, donc ils sont passés sur React Native. Et comment Expo fonctionne? L'idée, c'est que c'est vraiment modulaire, donc il y a plusieurs parties. Il y a le Expo Client, qui est une application mobile en fait, que vous pouvez télécharger. D'ailleurs, je vous incite à la télécharger, surtout pour ceux qui sont sur Android, parce qu'on pourra faire des petits tests après. Expo CLI, qui est un outil en ligne de commande qui enrichit l'expérience de développement React Native. Snack, qui est une plateforme de développement en ligne, si on peut dire. On va voir un peu plus après. Et le Expo SDK, qui est la première chose que Expo a créée et qui contient pas mal toute la logique. Donc, comment ces différentes parties fonctionnent ensemble, se mettent ensemble? Donc là, sur notre gauche, on a un iPhone, on va dire, très schématique. Un iPhone ou un téléphone Android, un smartphone. Et on a donc le Expo Client qui est installé dessus. C'est une application qu'on trouve sur les stores, on n'a qu'à l'installer. À l'intérieur, l'idée, c'est que cette application, elle contient déjà le Expo SDK. Donc tout un tas de code natif et un petit peu de JavaScript qui est formé autour de React Native afin d'ajouter des fonctionnalités et aussi donner des interfaces parfois un peu plus logiques. Donc parfois, c'est juste wrapper des interfaces natives de deux parties dans React Native et les exposer au JavaScript. Et donc la partie du JavaScript, là, qui en React Native, en fait, c'est vraiment, du coup, c'est vraiment le cœur de ce qu'on écrit nous, en tant que dev React Native. Et cette partie-là, elle est un peu plus exportée de l'application par rapport à une application React Native. Une application React Native normale, on va avoir React Native qui expose des choses au JavaScript, mais tout va être bundlé ensemble. Là, Expo, ils ont vraiment sorti ce bundle de telle façon qu'on peut l'héberger à différents endroits vraiment facilement. Donc, soit en haut, le logo bleu, là, c'est le logo de Snack. Donc, en plateforme en ligne, un peu dans une sandbox, soit sur les serveurs Expo, en bas, soit sur son propre serveur. Donc, on peut héberger notre code JavaScript et le client, en fait, va aller chercher ce code, peu importe où il soit, et garder une copie locale, bien évidemment, comme ça peut marcher en offline. Mais voilà. Ça, c'est quelque chose qu'on peut réaliser aussi en React Native pur, mais il faut ajouter des packages en plus, comme Code Push, qui doit être celui que la plupart des gens connaissent par Microsoft. Donc, regardons un peu plus en détail le SDK. Donc, le SDK, quand on dit qu'ils ont ajouté des fonctionnalités à React Native, je vais juste passer à travers l'ensemble des fonctionnalités qui sont dans le SDK Expo et donc qui sont disponibles directement depuis le JavaScript. Il y en a un sacré quand même montant. Donc on a directement des in-app purchase, on a Lottie qui est une librairie d'animation, on a accès à tous les sensors, les capteurs, on a de la carte, des paiements, de l'animation, bref, on a beaucoup de choses.
Ça, c'est des choses qu'en React Native normal, on devrait ajouter à la main, linker le code natif, puis genre, intégrer avec un npm install le code JavaScript, et ensuite utiliser. Donc, tous ces trucs-là, ils sont out of the box avec Expo, ce qui fait gagner beaucoup de temps. On revient à notre présentation. Oui. Parlons un peu de Snack maintenant. Donc Snack, je l'ai évoqué un peu, c'est une sandbox. Et l'avantage, du coup, c'est que c'est vraiment fait pour fonctionner avec le client Expo. Du coup, je vais vous montrer. Quand on ouvre le client Expo, sur Android, on a notamment une caméra, bref, l'appareil photo qui permet de scanner un QR code. Depuis, je crois, 1 an, c'est plus possible sur iOS parce que c'était contre les guidelines de l'App Store, vu que c'est une application qui permet de charger du code externe et changer un peu la tête du client Expo. C'est contre les guidelines iOS. Du coup, ils ont ils ont dû modifier l'appli pour que ça soit pas possible. Bien évidemment, l'effet démo, le client ne se lance pas sur mon téléphone. Est-ce que quelqu'un a pu le télécharger? Est-ce que ça fonctionne si tu scannes le code barre? Okay. Bonjour avec moi. Ok. Il devrait y avoir le logo. Je ne sais pas pourquoi il n'y a pas de logo. Bon, effet démo. Donc, je vais vous montrer ce que ça donne. L'idée, n'importe qui là, peut aller sur snack.expo.io et puis créer genre, un mini projet comme ça. Et là, c'est directement le code JavaScript uniquement. Et grâce au client, ah voilà, ça a marché. Grâce au client, on peut juste scanner le code. Hop. Hello. Hop. Et ça va charger directement ce code dans l'appli. Donc là, on n'a pas besoin de se préoccuper de code natif ni rien. On peut aller en ligne, faire notre code et l'essayer sur le téléphone. Si ça charge. Ça charge? Ça charge pas. Bref, c'est le concept. Donc ils ont pas mal investi dans cette... Ouais, on a aussi maintenant... Ah oui, pardon. Depuis récemment... Tiens, c'est coupé. Okay. Depuis assez récemment, voilà. Ils investissent aussi sur le web. Donc l'idée, c'est qu'avec le même code, vous avez une application non seulement Android et iOS, mais aussi une application web out of the box. Donc il y a cette petite preview là qui est vraiment utile aussi pour développer rapidement. Et donc ça, admettons, on a du code React Native tout simple. En soi, si on peut charger du code de n'importe où, on n'a pas besoin d'Expo pour ça. On peut utiliser Code Push par exemple et charger notre code dans une appli native. Mais grâce à l'Expo SDK, donc on va prendre un autre exemple, on a plein de choses qui sont déjà disponibles. Notamment, par exemple, on a la navigation, ou là encore React Navigation maintenant, qui est la bibliothèque la plus populaire pour faire la navigation en React Native. Il y a des parties natives à cette navigation, forcément, pour être optimisée, etc. Et bien là, il n'y a pas besoin de se préoccuper du setup, ça marche tout de suite. Donc ça, si quelqu'un arrive à scanner, c'est vrai que je l'ai enlevé assez vite. Hop. Et que ça fonctionne. Est-ce que ça fonctionne? Donc là, on a une application un peu plus riche avec... non, ça c'est le premier. Hop. Oh, ça ne fonctionne pas. Bref. On a de la navigation, donc on a 2 écrans qui sont, là je les ai mis des components, un écran welcome, un écran map. On n'a pas de header. Et là, je pense que ça ne va pas marcher. Voilà, ça c'est normal parce qu'en web, l'idée c'est que mon écran map utilise React Native Maps, qui lui aussi utilise beaucoup de code natif, vu que c'est Google Maps sur Android et il me semble Apple Maps sur iOS. Mais en web, ce n'est pas implémenté. Mais du coup, en quelques minutes, là, on peut avoir une application avec plusieurs écrans, des composants natifs, et on peut montrer ça, normalement, à nos amis quand ça marche. OK, donc
là, on a vu des petits exemples. On voit le pouvoir de Snack. En fait, Snack, c'est vraiment génial pour le prototypage. Donc, si vous avez une petite idée, que vous voulez essayer de développer une appli mobile et le montrer à des gens ou peut-être trouver votre premier investisseur, qui sait, si vous êtes une startup, eh ben, vous pouvez faire tout ça gratuitement. C'est tout open source et ça fonctionne. Ah, tiens, ça fonctionne là. Je vais voir la carte. Et là, j'ai bien ma Google Maps. Bref. Ça vient doucement mais sûrement. Bref. C'est une magnifique carte de Nantes avec le marqueur étant la cantine. Il faut avoir un peu d'imagination. Continuons avec le CLI Expo. Donc, le CLI, c'est donc un outil en ligne de commande. C'est un package NPM et il y a tout un tas de commandes qui vont là automatiser toute la partie packaging de l'application, disons, mais aussi pour le développement. Donc, je voulais vous faire un petit exemple en créant un nouveau projet. Donc là encore, ils ont enrichi l'expérience de développement React Native. Normalement, React Native init, ça crée un projet vide, mais il n'y a pas vraiment de choix, il faut juste donner un nom et on a un projet de base. Là déjà, on a des templates, des petits templates pour commencer, pour choisir ce qu'on veut pour commencer. Par exemple, on va prendre le minimal TypeScript. Et là, il me demande quelques petites choses comme le nom de mon projet, donc myTestApp, c'est pas très lisible, mais bon. Et le display name qui est là, ce qui va s'afficher sur le home screen, notamment sur iOS. Donc, my, plus loin test, plus loin app. Il détecte tout seul que j'utilise Yarn, donc oui, je vais utiliser Yarn pour les dépendances. Je vais faire ça, c'est peut-être un peu plus lisible. Donc là, comme dans un projet React, il récupère tout plein de dépendances. C'est comme Create React App. Et ensuite, voilà. Et ensuite, on est prêt à commencer à développer. Donc par exemple, première différence, par exemple, avec du React Native classique. Je vais faire un projet React Native classique à côté pour vous montrer la différence. Init, my test. Yeah. Sympa ça. Ok, bon. On va pas faire avec React Native du coup. Donc là, par exemple, on a une grosse différence par rapport à React Native. React Native, il y a un debugger, mais il est très simple. Il donne juste accès aux erreurs JavaScript globalement, et c'est pas mal tout. Là, on a une belle interface. On voit que c'est connecté avec le compte Expo que j'ai. On peut directement le lancer soit sur un device ou un émulateur. Voilà. Donc on a une belle interface, on a le QR code qui nous permet d'ouvrir ça directement sur le téléphone. Hop. Ça va fonctionner, encore une fois. Non, ça ne fonctionne toujours pas. Bon. Donc il y a BV800 Pro qui a réussi à charger l'application, a priori. Si on essaye ça, est-ce que ça marche? Ah voilà, ok. Parce que je n'étais pas connecté au même Wi-Fi, du coup je ne pouvais pas le charger comme ça. Et donc là on voit déjà qu'il y a beaucoup de tooling qui est ajouté. Ensuite, ils ont fait une plateforme, je vais mettre là, qui permet en fait de gérer beaucoup de choses, notamment le build des applications. Donc si je me connecte ici, profile, my test app, et j'ai pas setup tout,
Donc ici, normalement, en React Native, il faudrait mettre en place soi-même tout le code signing et tout ça. Là, Expo peut le gérer pour nous. Donc tout est sur la plateforme et la plateforme, à chaque fois qu'on va publier... Ah oui, bon, j'ai un setup. À chaque fois qu'on va publier juste le code JavaScript, en fait, la plateforme va analyser le code JavaScript et notamment sur Android, va cherry-pick que les packages qui sont utilisés dans le code JavaScript et ajouter ça dans le code natif et bundler tout ça dans un APK prêt à être mis sur le Play Store directement. Voilà, donc tout ça c'est disponible sur la plateforme, mais c'est commandé depuis le CLI, donc ça fait gagner beaucoup de temps. Pour ceux qui font du développement React Native ou du développement natif, vous connaissez peut-être Fastlane, qui est un outil d'automatisation pour faire les builds. Et bien Expo, ils ont packagé tout ça dans le Expo CLI et qui est paramétré automatiquement, qui demande des accès quand il y en a besoin, donc c'est vraiment une super expérience de développement. Pour la production, donc, il y a beaucoup de setup manuel en général. Donc, pour mettre une appli en production quand on fait du mobile, avec Expo, ça va être beaucoup plus progressif et beaucoup plus facile parce qu'il y a beaucoup d'automatisation qui est bundle, comme je viens de le dire. Donc tout ça, malheureusement ou heureusement, donc ça nous permet de faire du JavaScript, donc des applications en codant juste du JavaScript très facilement en se détachant du côté natif. Cependant, il y a forcément des cas où si vous faites du mobile, ce n'est pas pour faire du web. Donc vous allez avoir besoin de faire du natif. Et là, comme dans Create React App, Expo permet d'éjecter, donc de se détacher de toute l'infrastructure, disons, qu'ils ont mis en place pour que ça soit très facile. Et là, vous vous retrouvez, en fait, après avoir fait un eject avec un projet React Native classique, avec déjà pas mal de configurations faites, mais qui vous permet là, du coup, d'écrire du code natif custom, donc faire ce que vous voulez en natif, comme dans un projet React Native. Ça, c'est très important parce que ça veut dire que vous n'êtes pas obligé de faire un choix dès le début entre React Native et Expo. Si vous vous dites, a priori, je vais faire du natif, mais je ne suis pas sûr, Expo, ça peut être un très bon choix pour aller le plus vite possible au début, faire vos interfaces, faire vos tests utilisateurs. Et au moment où vous avez besoin de faire du natif, il suffit de eject. Tout le code natif de Expo, le SDK et tout ça sont open source. Votre projet React Native utilise le SDK open source, mais vous pouvez très bien, du coup, garder tout ça, mais vous détacher du côté Expo, tout ce qui est hosting, etc., pour faire ce que vous voulez après. Est-ce que vous avez des questions? Oui. Du coup, c'est ce que vous utilisez dans ta boîte. Et, non? Nous, par historique, on fait beaucoup de React Native, pur. On a utilisé Expo, mais surtout sur des projets internes ou des projets expérimentaux. Mais du coup, ça vous est jamais arrivé d'avoir des parties en fait où tout simplement c'est disponible que sur iOS ou que sur Android, ou bien l'adaptation en React Native ou Expo n'est pas encore disponible et on peut faire du code. Ça arrive, ça nous est jamais arrivé qu'il y ait vraiment quelque chose de pas disponible, dans le sens où, disons, si c'est vraiment des composants ou par exemple, on pourrait se dire ARCore, par exemple, donc pour faire de la réalité augmentée, il y a toujours un package qui va exposer ARCore. Après, il y a parfois des limitations ou parfois des choses qui doivent être faites custom en natif. Par exemple, on a fait pas mal d'interactions Bluetooth, notamment pour une application qu'on a fait pour le Musée des Beaux-Arts de Montréal, pour créer des parcours interactifs en fait, avec des beacons un peu partout dans le musée. Ça, forcément, même en exposant ça au JavaScript, c'était compliqué d'avoir un truc qui était extrêmement performant et extrêmement lié en fait, au protocole Bluetooth qui est utilisé par les beacons. Donc dans ce cas-là, on fait une librairie nous-mêmes en fait, en utilisant du code natif custom iOS et Android, qui est juste initialisé en fait, par le JavaScript à un moment. Est-ce qu'il y a des choses qui sont closed source ou payantes avec Expo?
Non. Alors, l'idée, c'est que tout le code qu'ils font est open source. La plateforme est gratuite, mais ils proposent des services, en fait, pour t'accélérer, pour t'aider à débugger ton application et tout ça. Une des raisons pour lesquelles on n'était pas parti avec Expo au début, notamment, c'était que ce n'était pas très clair, justement, leur modèle financier. On se disait, bon, nous, on fait des applications pour nos clients. Donc, si jamais il y a anguille sous roche, on ne peut pas se permettre d'engager nos clients dans un truc un peu comme ça. Mais là, ils l'ont clairement énoncé plusieurs fois. Et ils ont dit leur business model, en fait, c'est vraiment du service autour de la plateforme. Mais tout ce qu'ils font est, voilà, est open source. D'autres questions? Qui a envie d'utiliser Expo maintenant? Ok, je n'ai pas convaincu toute la pièce non plus. Merci beaucoup.